Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un poème de Baudelaire intitulé Les Métamorphoses du vampire et portant le numéro 87 dans la première édition des Fleurs du Mal en 1857. Cette première édition sera censurée suite à un procès pour atteinte aux mœurs et Baudelaire devra retirer 6 des 100 poèmes qui composaient son recueil, ce qui aboutira à la publication en 1861 d'un second recueil qui en comptera 126. Les Métamorphoses du vampire fait donc partie des 6 poèmes à avoir été censurés et est donc absent de la seconde édition, mais on peut en retrouver des traces aussi dans des éditions pirates qui ont été publiées notamment en Belgique. Dans ce poème, Baudelaire met en scène une discussion entre une femme et son amant, à la suite de laquelle la femme va se métamorphoser par 2 fois, illustrant ainsi la poétique alchimique de Baudelaire, qui met en scène des transmutations positives ou négatives, comme c'est le cas ici. Je passe ainsi à la lecture du poème. La femme cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laissait couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond du lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. La métamorphose qui va suivre la voit se transformer en une outre au flanc gluant, puis en débris de squelette, sous les yeux épouvantés du poète à qui la femme vient de faire la révélation de son essence diabolique. C'est ainsi à une destruction des chairs que nous sommes confrontés, mais une destruction qui est aussi une révélation, conformément à l'étymologie du mot apocalypse, ce qui nous autorise à nous poser la question suivante: en quoi les métamorphoses du vampire propose-t-elle une vision apocalyptique? Pour traiter cette question, je découperai mon texte en 4 parties. Les vers 1 à 4 tout d'abord, dans lequel nous avons la description de la femme qui parle, puis sa prise de parole au discours direct, du vers 5 à 16, la première métamorphose du vers 17 à 20 et sa deuxième métamorphose du vers 21 à 28. Je passe ainsi aux commentaires. Le poème s'ouvre sur la description d'un personnage féminin caractérisé par un déterminant défini, la femme. Il peut s'agir d'une femme, celle avec laquelle le poète parle, mais le déterminant permet aussi de lire ce texte comme une prise de parole de la femme idéale, l'idée de femme. Le mot cependant a ici le sens de pendant ce temps, et pose la question de ce qu'ils font précisément pendant le temps qu'elle lui parle, mais le contexte sensuel donne une réponse à cette question. L'évocation des seins, du busc, qui est la pièce métallique centrale dans le corset, de la bouche de fraise, c'est-à-dire maquillée, du fait que la femme soit en train de se tordre, tout cela peut faire penser à un contexte sexuel, contexte dans lequel interviendrait la prise de parole qui suit. On peut remarquer que cette description est synesthésique, c'est-à-dire qu'elle fait appel à tous les sens en même temps. Tous les sens du poète semblent mobilisés face à cette femme. Nous aurions ainsi le goût avec le mot fraise, qui désigne ici aussi bien la couleur du rouge à lèvres que le goût du fruit. La vision, évidemment, avec le complément circonstanciel de manière, en se tordant. Le toucher avec le participe présent pétrissant, l'ouïe avec les mots qui sont annoncés, et l'odorat avec le musc, qui est un parfum. Il s'agit ici d'un contexte de séduction amoureuse, mais qui n'est pas sans rappeler le séducteur, avec un S majuscule, le diable donc, convoqué à travers la comparaison, introduite par l'outil de comparaison ainsi que, qui va instaurer un parallèle entre la femme en comparé et le serpent en comparant. L'image du serpent étant rattachée traditionnellement à celle du diable, et ce rapprochement étant accentué encore par l'évocation du feu présent dans le nom braise. Par ailleurs, on peut remarquer la forte allitération en S dans l'ensemble de ces 4 vers, se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, pétrissant ses seins sur le fer de son busc, par exemple, qui vient ici accentuer encore cette ressemblance diabolique. Le jeu sur la paronomase, busc et musc, qui vont constituer la rime, invite aussi à rapprocher les noms desquels busc et musc sont les compléments. En l'occurrence, les mots imprégnés de musc et le fer de son busc.
les mots qui vont être prononcés, la révélation qui va être faite par la femme sera à la fois agréable avec le parfum et désagréable avec le faire. Et c'est cette révélation que nous allons étudier maintenant avec l'étude du discours direct. Ce sera ma deuxième partie. La prise de parole débute sur une dissociation répétée, moi, pronom disjoint, je, pronom conjoint. Cette prise de parole révèle donc dès son initiale la duplicité de la femme qui parle, et peut-être de la femme en général, comme nous l'avions vu avec le déterminant du vers 1. Le contexte sensuel et sexuel continue de se déployer à travers l'idée de la lèvre humide, à travers l'idée du lit, de la même manière que va se perpétuer avec l'allitération en S, je sais la science, science et conscience étant placées à la rime et accentuées encore par la diérèse, accentuant à la fois l'allitération et l'effet de disjonction que nous avions vu dans les pronoms, et va commencer à se dessiner ici précisément la figure du vampire introduite par le titre, puisque la femme dit qu'elle sèche tous les pleurs, juste après avoir dit qu'elle avait la lèvre humide. Ce qui pourrait aussi dire qu'elle boit les pleurs, et la figure de consolation qu'elle dresse d'elle-même, séchant les pleurs sur ses seins triomphants, se retournerait ici de manière beaucoup plus inquiétante, puisqu'on serait toujours entre le musc et le fer. Le vers 8 est particulièrement intéressant, puisqu'on va avoir un système d'antithèse entre les vieux et les enfants, mais ce système d'antithèse est au service d'une métamorphose. Les vieux deviennent des enfants. Par ailleurs, il est intéressant de voir que cette métamorphose sémantique s'accompagne d'une métamorphose grammaticale, puisque l'on passe de rire verbe à rire nom commun. Elle permet donc la métamorphose, tout simplement parce qu'elle est elle-même métamorphose, ce qui va s'expliciter au vers 9 et 10. Elle devient la lune, le soleil, le ciel et les étoiles lorsqu'on enlève ses voiles. Et précisément, le fait de retirer le voile pour la révéler la constitue en divinité, puisque le mystère est précisément le voile qui recouvre les divinités. Elle devient une déesse. Et cette déification va la placer comme supérieure à tout ce qui vit. La dernière phrase du discours direct a une syntaxe complexe. Il ne faut pas interpréter uniquement si docte au volupté comme un superlatif absolu, mais bien comme un comparatif, puisqu'il est à relier à la conjonction que au vers 15. Je suis si docte au volupté que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. Je traiterai les autres vers ensuite, pour suivre l'ordre logique de la phrase. On peut repérer ici une hypallage qui va métamorphoser les matelas par le biais de quelque chose qui ressemblerait à une personnification. On voit bien la supériorité triomphante de cette femme qui rend impuissants les anges et qui les forcerait à se damner pour elle. À travers le verbe, on retrouve évidemment ici une figure diabolique. Et cette figure diabolique se confirme par le fait qu'elle est docte aux voluptés avec un V majuscule. Ici, le nom matelas convoque toujours la situation de la sexualité que l'on va retrouver dans les compléments circonstanciels de temps, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste. Ici, la femme se décrit en ayant une posture active ou une posture passive dans la relation sexuelle, mais il est intéressant de voir que sa passivité n'est que sémantique et n'est pas grammatical. C'est bien un verbe d'action à l'actif. Le vers 14, enfin, la décrit à travers des systèmes antithétiques, timide et libertine, fragile et robuste. Elle est les deux contraires à la fois. Et par ailleurs, la polysyndète, la répétition de la conjonction de coordination et, montre que à travers la multiplicité de ces facettes, eh bien, elle est tout à la fois, ce qui est précisément le principe de la métamorphose. Ainsi, la révélation que fait la femme à travers son discours, c'est précisément sa duplicité, sa multiplicité, une multiplicité consciente qui la rend supérieure à tout ce qui vit et qui lui conférerait finalement un statut quasiment divin. Je passe ainsi à la troisième partie. À l'adverbe de temps, cependant, s'oppose la conjonction de subordination à valeur temporelle quand, qui indique ici une succession. Nous sommes ici après la révélation, évidemment, mais aussi après l'amour. La rupture temporelle étant modélisée par le saut de ligne et par le passage de l'imparfait au passé simple. On retrouve toujours la figure du vampire à travers l'image présente dans le verbe sucer. La femme aurait aspiré l'énergie vitale de l'homme, ce qui va renforcer le contexte de sexualité. On retrouve toujours l'idée d'amour à travers le nom commun, un baiser d'amour, à travers l'adverbe, languissamment, et à travers les deux enjambements du vers 18 à 19 et 19 à 20.
Ces enjambements, par ailleurs, vont avoir pour effet de retarder la révélation de la métamorphose, qui n'arrivera qu'au vers 20, métamorphose qui va transformer la femme en une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus. Ici, il va y avoir vraiment une dégradation extrême dans la métamorphose. C'est bien à une destruction des chairs que le poète assiste, une vision terrifiante, mais une vision aussi signifiante, si l'on se souvient que l'étymologie de outre est similaire à celle d'utérus. Ici, la métamorphose, c'est précisément que la femme n'est plus qu'un utérus. Elle n'est plus que cela, elle est rendue à cela. Et si l'outre au flanc gluant est l'utérus, alors forcément, le pus dont elle est pleine serait le sperme de l'homme. Donc on a une dégradation totale d'une maternité qui serait vue comme une maladie. Je passe ainsi à la dernière partie. Le poète, première personne, a un réflexe de cauchemar, il ferme les yeux pour les rouvrir, mais la caractérisation de l'adjectif antéposé, ma froide épouvante, peut jouer ici comme une oxymore, qui poserait finalement le poète comme un spectateur terrifié certes, mais conscient du sens de la vision, puisqu'il parvient à rester froid. Nous avons ainsi une deuxième métamorphose, le vampire qui était la femme, le mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, se transforme dorénavant en squelette. On a franchi encore un pas dans la dégradation des chairs. Ici, il n'y a plus de chair du tout, et ce squelette n'est même plus entier, il n'y en a plus que des débris. Le poète assiste véritablement à une destruction totale de la femme après l'amour, après la révélation. Débris de squelettes qui disparaissent encore pour n'être plus qu'un bruit. On retrouve toujours cette synesthésie qui était annoncée dès les 4 premiers vers. Ils ne sont plus qu'un bruit, un cri. Et il est intéressant de s'attarder ici sur les compléments du nom, puisque la girouette est précisément ce qui change de manière permanente, ce qui change sans cesse de sens en fonction du vent, qui apparaît dans le dernier vers. Ce que précisément la femme avait annoncé, elle est toujours différente, timide et libertine, fragile et robuste, etc. Ou, deuxième complément du nom, une enseigne qui indique précisément ce qui se vend. Le poète face à la femme n'aurait que ces deux possibilités, savoir ce qu'il achète, ou être condamné à ne pas savoir qui il aime, ou même ce qu'il aime. Dans toute métamorphose, il y a toujours un élément qui reste, et ici, cet élément, c'est le fer. On est passé du fer du busque, qui sont aussi le fer des paroles, au fer de la tringle dans l'avant-dernier vers. Tout équivoque sur le nom tringle, dans ce contexte, étant évidemment possible. Cette deuxième métamorphose deviendrait ainsi révélatrice d'un constat extrêmement déceptif. L'amour est mort, et nous sommes désormais réduits à des nuits d'hiver. En quoi les métamorphoses du vampire proposent-elles une vision apocalyptique ? Tout d'abord, nous avons vu que ce poème mettait en scène une vision de destruction des chairs particulièrement immonde qui relèverait quasiment du cauchemar et qui s'inscrit pleinement dans l'alchimie poétique baudelairienne négative. Il fait partie de ces poèmes dans lesquels Baudelaire transforme le paradis en enfer. D'autant plus que cette destruction des chairs est corrélée à un acte sexuel qu'il va venir dégrader. Nous sommes vraiment dans l'avilissement le plus total. Cependant, cette vision de destruction va ici servir à plusieurs révélations et premièrement va révéler l'essence métamorphique de la femme, puisque dans le discours et dans la narration, la femme dont il est question va subir une série de métamorphoses, qu'elles soient positives dans le discours ou négatives dans la narration. Tout cela va servir à révéler la duplicité féminine, puisque la femme va se révéler comme une idole et se détruire simultanément comme idole. Tout cela s'inscrivant dans une vision diabolique d'une femme qui serait tentatrice. La destruction succédant à cette révélation étant finalement la prise de conscience simultanée de la fausseté de l'amour. La femme idéale, c'est-à-dire l'idée de femme qui est présente ici, se fait oracle de la déchéance des femmes réelles à travers ces métamorphoses successives. Ainsi donc, le poème met donc en scène la destruction du monde du poète idéaliste qui prend de plein fouet la révélation que l'amour n'existe plus et que peut-être il n'a jamais existé. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles du vers 17 à 20. Nous en avons 3 ici, 2 temporelles et 1 de but. Les propositions subordonnées sont normalement introduites par des conjonctions de subordination. Nous en avons une ici qui est quand.
Ici, il ne s'agit pas de l'adverbe interrogatif, puisque nous ne sommes pas dans une question. C'est donc bien la conjonction qui va introduire la proposition organisée autour du verbe avoir au passé simple. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle. Complément circonstanciel de temps. Sur le même plan, mais constituant un cas particulier, nous avons que languissamment je me tournais vers elle. Ici, il s'agit aussi d'un complément circonstanciel de temps, bien qu'il ne soit pas introduit par la conjonction quand, mais par la conjonction que. Cela s'explique par le biais du système corrélatif avec la conjonction de coordination et qui va mettre sur le même plan les deux propositions subordonnées conjonctives, complément circonstanciel de temps. Le que au verbe 20 ne doit pas être confondu avec une conjonction de subordination. Elle pourrait l'être, mais ce n'est pas le cas ici, puisqu'elle est à interpréter dans le cadre de la négation exceptive « je ne vis plus que ». Il n'y a pas d'autre conjonction de subordination dans ces quatre verbes, mais nous avons quand même une dernière proposition subordonnée conjonctive qui sera organisée pour sa part autour du verbe rendre à l'infinitif. En effet, l'infinitif peut diriger une proposition infinitive s'il occupe une fonction verbale, ce qui est bien le cas ici puisqu'il possède un COD, rendre quoi, un baiser d'amour, à qui, à lui, enfin à elle en l'occurrence. Et donc c'est bien une proposition infinitive. Celle-ci étant introduite par la préposition pour, elle va bien occuper une fonction de complément circonstanciel de but, ce qui la constitue donc comme proposition infinitive subordonnée, conjonctive, circonstancielle de but.